Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. On est samedi matin et comme tous les samedis, nous sommes ensemble pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera la vidéo de mon portefeuille personnel où je vais vous ouvrir toutes mes positions dans quoi j'ai investi ce dernier mois. Donc entre fin février et aujourd'hui, pour moi c'est le jeudi soir, pour vous c'est déjà le dimanche matin. Donc comme je dis toujours, vous êtes déjà en week-end, moi je ne suis pas encore. Et donc là, je vais vous présenter tout ce que j'ai fait en bourse pendant cette période, ce que je vais surtout faire à l'avenir. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Mind de Cash pour faire partie de notre communauté grandissante. Mettre des likes, s'il vous plaît, pour moi c'est super important pour développer cette chaîne gratuite. Et pour ceux qui veulent me soutenir dans le travail que je fais, vous avez un lien PayPal et vous pouvez faire une petite donation. Donc, j'espère que vous êtes de bonne humeur ce samedi matin avec un plein soleil, en plein printemps. Donc là, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, ça sent l'été déjà presque, donc c'est vraiment super agréable. Je vais bientôt certainement faire des vidéos à l'extérieur, donc comme je faisais dans mes anciennes, toutes premières vidéos Mind de Cash. Je ne sais pas si vous êtes... si vous êtes depuis longtemps avec moi, donc vous les avez déjà vus, j'imagine. Donc si vous ne les avez pas vus, vous allez les voir cet été certainement. Mais aujourd'hui, je suis à l'intérieur parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, évidemment. Comme d'habitude, au début de cette vidéo, je vous rappelle qu'il y a 3 piliers toujours dans les investissements que je fais. C'est l'analyse macroéconomique. L'analyse macroéconomique, en gros, elle est représentée sur la chaîne par des vidéos qui s'appellent le café du dimanche. Donc c'est la vidéo qui sera publiée demain matin, où on fait un tour de la situation macroéconomique et des grandes tendances globales. Ensuite, le deuxième pilier, c'est l'analyse fondamentale, où j'applique mes modèles de valorisation des entreprises, de potentiel de croissance, valorisation du bilan. Et ensuite, à la fin, pour optimiser les points d'entrée, les points de sortie et le potentiel qu'une telle ou telle entreprise cotée en bourse peut faire. J'utilise évidemment l'analyse technique. Donc ces 3 piliers, c'est vraiment le principe de base de l'investissement dans la stratégie Mind de Cash. Donc du coup, je commence avec une petite revision de la situation macroéconomique. Donc vous savez que moi j'ai changé ma stratégie à la fin du mois de février. Donc il y avait à un moment donné, mon portefeuille il était très maigre, donc là je l'ai pas mal communiqué sur la chaîne Telegram et aussi sur la page Facebook. Tous les liens vous trouvez dans la description de cette vidéo. Donc si vous voulez recevoir les informations avant mes vidéos du mois. Et j'ai passé pas mal de temps 2 semaines à peu près avec un portefeuille quasi vide, avec quelques sociétés que je voulais surtout pas perdre. Et maintenant, j'ai profité de cette correction que nous avons vécue, notamment sur Nasdaq, pour racheter des valeurs de bonne qualité que je vais vous montrer aujourd'hui. Il y aura pas beaucoup de surprises déjà, donc je ne veux pas garder le suspense parce que ceux que j'ai déjà achetés, j'ai en partie communiqué sur Telegram, et aussi c'est des valeurs qui sont revenues, que j'avais déjà, qui sont revenues dans mon portefeuille, mais au prix un peu plus intéressant. Voilà. Donc j'ai un petit peu spéculé, effectivement. Donc l'idée de cela, vous savez ma vision macro, si c'est pas le cas, je vous renvoie vers les vidéos de Café de Dimanche, que maintenant je suis passé en stratégie plus swing trading pour mon portefeuille personnel. Je vous précise à chaque fois que j'ai plusieurs portefeuilles même. Donc il y a un portefeuille PEA que vous avez vu la semaine dernière. Donc ça c'est un portefeuille que moi je qualifie comme un portefeuille qui convient à un investisseur le plus classique, donc celui qui veut se projeter, qui veut investir à long terme régulièrement, etc. Donc du coup le choix des valeurs que je fais au sein de ce portefeuille, c'est un portefeuille modèle en fait. Moi j'achète ces entreprises, mais je le fais pour vous en fait sur cette chaîne. Ce que je vous présente aujourd'hui, je fais pour moi, donc c'est un peu différent parce que j'ai pas la même aversion au risque éventuellement, et quand j'investis, évidemment j'investis dans un contexte de mon patrimoine personnel qui n'est pas forcément le vôtre. Donc vous pouvez avoir plus ou moins de patrimoine que moi, et la part de la bourse dans votre patrimoine, elle est très différente. Donc voilà, donc j'ai plusieurs portefeuilles, comme j'ai commencé à vous parler, c'est le portefeuille PEA, donc ça c'est vraiment stratégie classique,
Portefeuille REITs, en fait, les foncières cotées que j'ai rebaptisé à partir de la semaine prochaine, vous allez voir, ça sera le portefeuille rentier, parce que je ne vais pas acheter que des REITs dedans, je vais acheter aussi les valeurs à dividendes. Donc, inscrivez-vous pour ne pas rater. Je pense que c'est vraiment un portefeuille qui va intéresser beaucoup de personnes, parce qu'il y en a beaucoup, sont ceux qui veulent vivre de la bourse ou bien avoir les revenus complémentaires de la bourse. Et ce portefeuille sera vraiment orienté à cet objectif. Donc, ça, par exemple, dans la rubrique des vidéos Le Cash des autres, où j'analyse les portefeuilles des abonnés, cet objectif de devenir rentier avec la bourse, ou bon, ça peut pas être formulé de cette manière à chaque fois, mais en tout cas, l'objectif d'avoir des revenus récurrents de la bourse est omniprésent dans vos portefeuilles. Donc, je pense que cette rubrique va intéresser beaucoup de personnes, donc inscrivez-vous pour ne pas les rater. Voilà. Aujourd'hui, donc du coup, voilà, aujourd'hui, je parle de mon portefeuille personnel et la situation actuelle, j'ai passé au swing trading plutôt, donc je garde pas les positions longtemps parce que je n'ai pas de visibilité macro. Je vous dis toujours, macro, c'est toujours la base de tout, de visibilité. Donc, d'un côté, nous sommes face à la réouverture, le plan Biden qui sont très inflationnistes, donc les taux commencent à remonter et la Réserve fédérale nous a pas communiqué sa stratégie, comment elle va agir si le taux remonte et si l'inflation dépasse ses attentes, ce qui est très fortement le cas parce que les attentes officielles, en tout cas officielles de la Fed, sont irréalistes, elles sont largement plus bas que certainement nous allons observer d'ici quelques semaines une fois que les économies se rouvrent. Bon, les économies se rouvrent déjà, c'est un sujet intéressant parce qu'on est en pleine Covid et ça c'est un sujet qu'on va parler demain. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, je n'ai pas de certitude pour investir à très long terme, du coup, sauf les quelques valeurs de ce que j'appelle de la catégorie A. D'ailleurs, ça, c'est cette catégorie A, je vais vous présenter à nouveau. Donc, voilà, ça, c'est les actions de la catégorie A. De toute façon, sur la page Facebook Mind du Cash, vous pouvez la trouver. Ces valeurs-là, je le garde toujours, quoi qu'elle arrive, quoi qu'elle crise, pas crise, peu importe. Donc, mais par contre, sur d'autres valeurs, je fais beaucoup d'allers-retours en ce moment. C'est pas du intraday, mais en tout cas, il y a une liste des valeurs qui m'intéressent. C'est une liste assez longue. Et je rentre dans ces valeurs selon le contexte et je n'hésite pas de prendre les profits une fois que j'atteins mes objectifs. Donc voilà, parce que encore une fois, je ne peux pas me projeter. Je ne suis pas un investisseur, plutôt j'ai une gestion un peu dynamique. Et donc voilà, le but de ce portefeuille, en fait, encore une fois, je vous dis que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas expert de la bourse. Vous prenez votre propre décision, donc je n'ai pas droit de donner des conseils en investissement, ça je vous répète à chaque fois. Et les entreprises que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des idées en fait. Vous devez aller piocher vous-même pour comprendre est-ce que vous voulez investir dedans, est-ce que vous voulez prendre ces risques que moi je prenne, et peut-être ils ne rentrent pas du tout dans votre vision stratégique de votre portefeuille, peut-être oui, mais en tout cas vous devez ne pas tout simplement suivre ma stratégie, mais prendre votre propre décision par rapport à telle ou telle action. Voilà. Maintenant, je passe à mon portefeuille. Et le voilà. Donc, la première position, j'ai trié ce portefeuille par poids. En fait, c'est la colonne Value Weighting que vous voyez sur votre écran. Voilà, j'ai arrangé un petit peu la présentation pour que vous puissiez voir un peu mieux. Donc la première position qui peut vous étonner et qui prend beaucoup de poids, je suis un peu comme Cathie Wood en fait, qui a investi massivement dans le CRISPR. C'est une de mes idées de l'année dernière qui m'a fait à un moment donné, j'ai gagné 200% presque avec cette valeur, après il a baissé et je suis sorti de cette action fin février dernier quand je vous ai annoncé la correction qui s'approche. Et donc du coup finalement j'ai bien fait. Après je fais quelques allers-retours en fait parce que c'est une action qui m'intéresse. Et mon principe en fait, je mixe un peu l'investissement et le trading. Mais le trading que je le fais avec des actions qui m'intéressent. Et l'action CRISPR, en fait, c'est un excellent exemple aujourd'hui que j'ai dans le portefeuille. J'ai encore une autre que je vous parlais, mais qui ne paraît pas dans la liste. En fait, c'est une action qui m'intéresse énormément. C'est un spécialiste de rédaction de génome. Vous savez que je suis intéressé par ce secteur en général, donc vous pouvez revenir sur les vidéos précédentes où je parle tout le temps de CRISPR.
Donc, et ce que je fais en fait, c'est je fais une chose suivante, j'ai pris une position spéculative parce que je trouve que dès que les niveaux que CRISPR s'attend actuellement représentent une opportunité du trading. Mais attention, c'est pas encore tout. Donc voici le graphique de CRISPR. Et si vous regardez bien, nous sommes à des niveaux qui sont très proches au niveau de support, des supports assez importants autour de 100 $, où je m'attends que CRISPR se revienne ici, vers cette zone de 128,30. Ça, c'est vraiment la zone où je vais faire un take profit. Mais aussi, attendez, je suis en train d'utiliser un nouveau outil pour dessiner. Et donc, par contre, si il casse les 100 $, je vais évidemment, j'ai mis un ordre stop au niveau de 100 $. Donc, mais cet ordre stop et l'ordre take profit que je me suis mis, ils vont tout simplement réduire ma position au niveau acceptable en termes de poids dans mon portefeuille. Je vous ai dit que 8% c'est énorme, pour moi en tout cas c'est énorme, je n'alloue pas plus de 1,5% pour cette valeur-là. Mais vu que c'est une pardon, opportunité technique, donc du coup je me suis exposé plus, mais avec un stop qui va quelque part corriger par la suite mon exposition sur cette valeur. Donc voilà, donc ça c'est juste une idée pour vous présenter ma gestion assez dynamique de portefeuille au sein de mon portefeuille, ce que j'appelle Mind the Cash. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne CRISPR. Je vais vous donner également aussi un autre exemple qui n'est pas présenté ici parce que la position, je l'ai construite avec des options. Et il s'agit d'une autre biotech qui s'appelle Sarepta Therapeutics. Voilà. Par contre, tout de suite, un disclaimer que c'est une valeur extrêmement risquée, c'est encore plus risqué que CRISPR. CRISPR, déjà, c'est super volatile. Et Sarepta, c'est vraiment très volatile. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis exposé pas avec une action en direct, mais je me suis exposé avec des options. Donc pour ceux qui ne sont pas experts, je explique très rapidement. Quand vous achetez une option, vous payez une prime et votre exposition est limitée à la hauteur de la prime. C'est très différent par rapport au stop parce qu'avec une option, vous n'avez pas de risque overnight, ce qu'on appelle. Donc parce que les options que vous pouvez voir ici peuvent s'ouvrir avec un gap. Ici, c'est un gap de je ne sais pas combien de pourcents, 2 chiffres. Pour ces valeurs-là, c'est possible. Donc si vous, par exemple, vous détenez une action le soir au moment de la fermeture, après la journée suivante à l'ouverture, vous avez un gap baissier, donc votre stop ne va pas vous sauver. Tandis que l'option, si elle va vous sauver. Et le problème, c'est que les annonces majeures sont faites d'habitude à la fin, après la clôture de la bourse. Donc du coup, la plus grosse volatilité, généralement, c'est au moment de l'ouverture, au moment de clôture, de fermeture des journées. Et ici, je m'attends, ça c'est assez ambitieux. C'est une valeur qui était déjà dans mon portefeuille. Encore une fois, c'est un petit peu le même image technique, sauf qu'avec une volatilité complètement stratosphérique que pour CRISPR. Mais ici, on est sur un support assez important, et on peut espérer avec cette option qu'on referme ce gap. Donc du coup, ça m'ouvre le potentiel, ça fait tourner la tête, mais ça me fait, en cas de refermeture de ce gap, je peux aller chercher les 120 $ sur cette action. À savoir qu'aujourd'hui, il est à 75. Ok, à 74 et quelques, voilà. Donc ça, c'est une des actions, c'est 2 exemples en fait où je vous montre que les actions dans ma liste qui m'intéressent globalement, parce que j'ai fait cette sélection il y a longtemps et je la mets à jour systématiquement. Quand il y a une opportunité trading, je fais quand ça va dans mon sens. Par exemple, je ne vais jamais shorter CRISPR, je ne vais jamais shorter Sarepta. Tout simplement. Déjà, c'est juste une folie parce que ces actions peuvent faire plus 100% à l'ouverture. Mais par contre, pour la position longue, en fait, quand je vois qu'il y a une opportunité de trading, ça ne me dérange pas de le faire, parce que de toute façon, je suis déjà à la base plus ou moins long, sauf que je cherche les points d'entrée. Et donc, pour ces 2 valeurs-là, je trouve que les points d'entrée sont intéressants, et la différence vraiment très représentative que je vous présente aujourd'hui, que CRISPR, c'est un dossier un peu plus, on va dire, toujours super risqué, mais un peu moins risqué que Sarepta. Et donc du coup j'ai pris une action en direct, et parce que vous voyez, j'ai pas tellement peur d'être dans les moins-values avec le CRISPR. Par contre avec Sarepta, j'ai trop peur d'être dans les moins-values, et c'est pour ça que j'ai pris une option call.
Donc c'est juste pour vous situer un tout petit peu dans la façon comment je gère mon portefeuille. Voilà, ensuite je retourne vers les suivantes positions. Donc Amazon, donc enfant, ça y est, après de 10 ans que je surveillais, je courais derrière Amazon, à chaque fois je voulais le racheter, que je voulais qu'il baisse, mais finalement j'ai pris la décision, j'ai passé le cap et j'ai pris ma première position sur Amazon. Actuellement elle représente presque 5%. Sur cette valeur-là, c'est vraiment la crème de la catégorie A. Et donc là, je peux même aller au-delà de 5% pour cette valeur-là, peut-être à 7 ou 8%, je peux encore augmenter un petit peu, même si c'est la plus grosse exposition, à part le cash, dans mon portefeuille. Donc, comme je viens de vous expliquer, CRISPR, c'est un cas particulier. Donc, du coup, je ne peux pas dire que c'est ma top de mes lignes parce que c'est tout simplement pour des raisons de momentum que c'est comme ça. La deuxième plus grosse exposition dans ma liste, c'est Roche Holding. Vous savez parfaitement que mon avis très favorable sur cette action, déjà sur son pipeline, sur sa façon de voir les choses, parce que c'est une biotech et une big pharma classique au sein de même entreprise, super bien gérée, dividende confortable et une des plus rentables des Big Pharma. Donc vous avez une vidéo sur la chaîne consacrée aux Big Pharma que j'ai enregistrée au début de cette année. Je vous invite de la revoir, vous allez voir pourquoi je préfère Roche Holding qui est spécialisé sur la oncologie. Donc aujourd'hui, et là ils sont vraiment de l'avance sur pas mal de sujets et pourtant elle n'est pas très chère cette valeur là actuellement. Une des valeurs en fait qui est éligible au PEA cette fois, donc ça se voyait, donc cette valeur elle fait partie à la fois de mon portefeuille personnel et de mon portefeuille PEA que nous avons vu le samedi dernier, c'est Euronext, sauf que dans Euronext j'ai une position beaucoup plus grosse dans mon portefeuille que dans le portefeuille PEA. Et aujourd'hui, j'attends presque 3% pour cette valeur-là. Je ne pense pas que je vais aller beaucoup au-delà. C'est une valeur pas de catégorie A, mais presque. En fait, c'est des valeurs avec des forts avantages concurrentiels. Je peux éventuellement aller jusqu'à 4-5%. Pour moi, c'est un petit peu plus haut. C'est déjà la catégorie A. Mais 5%, c'est pas quelque chose qui me dérangerait sur Euronext. Biogen, en fait, ça c'est une valeur, encore une fois, c'est une grosse biotech où j'ai quand même quelques convictions. Ils attendent, en fait, il y a beaucoup de suspense autour de cette valeur parce qu'ils attendent l'approbation de la FDA de leur médicament le plus prometteur pour devenir la première société qui a fait un médicament pour le traitement de maladie Alzheimer. Donc, désolé si je prononce pas bien, parce que bon, je ne suis pas français, donc je ne prononce pas correctement cette maladie, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Et pour devenir premier, c'est vraiment top pour cette entreprise. Déjà, ils font beaucoup de recherches dans les médicaments, traitements contre cancer, etc. Donc, c'est vraiment, de point de vue éthique, j'adore cette entreprise. Et je vais la garder, en tout cas, dans mon portefeuille, même s'ils n'ont pas cette approbation, je vais la garder. Mais le problème de cette valeur, qu'ils font face aujourd'hui à la concurrence des génériques qui sont moins chers, qui va mettre la pression sur les marges. Donc c'est une valeur quand même assez compliquée à gérer. Voilà, ensuite, la deuxième valeur, c'est Merck. Merck, c'est aussi une big pharma, un peu le même profil comme Roche Holding. D'ailleurs, c'est spécialisé en oncologie également. Mais elle est encore moins chère, elle est vraiment sous-valorisée, je trouve, actuellement. Et j'en ai parlé aussi dans cette fameuse vidéo consacrée au Big Pharma. Donc là, je vous invite aller la revoir, cette vidéo. Ensuite, Soitec, voilà, ça c'est une des nouvelles lignes que j'ai dans mon portefeuille. Je n'ai jamais parlé encore dans cette rubrique des vidéos. Je n'ai parlé dans la rubrique de PEA, surtout la semaine dernière. Vous savez que pour cette année, j'ai plusieurs convictions, plusieurs secteurs qui m'intéressent. Comme d'habitude, ça c'était le cas aussi pour l'année précédente, c'est pharma, c'est les technologies, ça reste inchangé. Mais vraiment, ma nouveauté de cette année, c'est les semi-conducteurs. Donc, Soitec, c'est une valeur française excellente en fait au niveau de leur performance opérationnelle. Là, je vais vous montrer, vous allez impressionner. Voilà, c'est une valeur qui est quand même, de point de vue de la santé financière, elle est juste excellente. Donc vous voyez que Altman Z-Score, ça c'est la probabilité de la faillite, elle est meilleure que Hermès.
Donc ça, c'est la meilleure valeur française, selon moi. La profitabilité, ici, je comprends pas très bien le ranking de Guru Focus parfois parce que ici, tout est dans le vert et ça montre seulement 5 sur 10. Donc, mais ils ont des marges quand même très confortables. Donc, le retour sur le capital, plus de 20%. Vous savez, pour moi, à partir de 10, c'est déjà, je trouve que c'est une valeur très rentable. Vous pouvez voir le Return on Invested Capital comme une rentabilité nette de l'investissement immobilier. C'est très proche, bon, même si c'est pas exact, mais c'est comparable comme notion. Et le problème de ces valeurs, qu'elles sont souvent très chères. Donc tout ce qui est semi-conducteur, c'est généralement très cher. Et ça, c'est vraiment mon secteur de prédilection pour l'année 2021. Et vous voyez que là, après la correction récente, en fait, ça nous ouvre cette fenêtre de tir sur Soitec. Je ne l'ai pas mis dans le portefeuille PEA et j'ai expliqué pourquoi. Le samedi dernier, je vous ai dit que moi, je trouve que cette valeur, quand même, elle reste quand même toujours chère, elle a encore du potentiel de baisse, mais moi, personnellement, je ne veux pas la rater. Je rentre tout de suite. Après, c'est à vous de voir si vous voulez y aller, parce qu'il y a quand même aussi un potentiel de baisse. Mais pour moi, je peux prendre mon risque. Et pour le portefeuille PEA, il est conçu comme un portefeuille qui convient à tout le monde, et je prends beaucoup moins de risques dans le portefeuille PEA. Donc, vous voyez, c'est juste un très bon exemple des différences des concepts de portefeuille que je vous présente. Donc, si le portefeuille rentier ou l'ex-portefeuille REITs et le portefeuille PEA sont destinés à en fait, vraiment un profil d'investisseur très large. En fait, ça c'est adapté à vraiment l'investissement long terme, l'investissement buy and hold. Et je fais des sélections d'actions en fonction de ces grands principes. Tandis que mon portefeuille personnel, c'est mes risques personnels. Donc là, ici, je dis que si Soitec demain, il chute de 20%, ça ne me fait pas du tout mal. Bon, je ne serais pas super ravi, mais ça ne va pas m'empêcher de dormir parce que c'est une entreprise que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Et déjà en France, on n'a pas beaucoup de choix dans le secteur des semi-conducteurs, mais ça, c'est vraiment une occasion. Donc, vous voyez, donc ça, c'est au niveau des flux financiers. Vous voyez que les revenus, déjà, c'est une société assez mature, donc, et les revenus sont en train de flamber surtout depuis 2016. Donc, vous voyez, donc, le chiffre d'affaires, elle ne cesse d'augmenter. La même chose pour les résultats. Donc, vous voyez, il était pendant beaucoup d'années, c'était une catégorie C, voire catégorie D. Et là, maintenant, depuis 2017, elle est passée dans la catégorie, on va dire, catégorie B. Donc, ça veut dire que c'est une entreprise qui gagne de l'argent et stablement. Mais ça reste peut-être dans la catégorie C, mais déjà catégorie C solide. Et là, maintenant, la croissance de leur net profit, c'est vraiment juste incroyable. Et donc là, vous pouvez voir ces ratios de performance. Donc, elle était négative. Voyez, donc là, c'était vraiment un cycle classique de l'entreprise quand elle passe de la catégorie D. Donc, c'est l'entreprise de rêve qui n'a pas encore de chiffre d'affaires. Ensuite, elle passe dans la catégorie C quand elle commence à avoir du chiffre d'affaires, mais pas encore rentable. Et ensuite, elle passe dans la catégorie soit A, soit B. Quand elle commence à avoir de la rentabilité et tout comme il faut. Et donc là, Soitec, pour moi, ça rentre maintenant dans la catégorie B et on peut le voir sur ses ratios. Donc maintenant, elle est rentable depuis 6 ans et donc maintenant, la rentabilité atteint des niveaux vraiment intéressants. Donc voilà, après, valorisation, ça reste effectivement un point, mais pour la valorisation, j'aime beaucoup le ratio EV/EBITDA. Au niveau de EV/EBITDA, 13,4, c'est pas beaucoup. En fait, au niveau de PER, en fait, elle est assez chère. Et, ouais, même pas tellement en plus. Ouais, pas si... attendez. Pas si cher que ça, en fait, au final. Mais en tout cas, même au niveau de valorisation, le cours il est au plus haut. Il était au plus haut historique il n'y a pas longtemps. Là, il est un petit peu baissé, donc du coup, j'ai profité. Mais elle n'est pas chère selon son potentiel, déjà non seulement selon son potentiel, mais déjà avec son bilan actuel, avec ses résultats actuels, elle n'est pas si chère que ça. Donc ensuite, Soitec, voilà, Apple, donc ça c'est classique. J'ai profité de cette action qui tourne autour de 120. J'ai acheté, je crois que j'ai acheté exactement à 120, donc du coup je suis à peu près flat en ce moment. Mais vous savez, ne pas avoir cette valeur-là dans le portefeuille, je trouve un peu... je suis pas fan d'Apple, en fait, du point de vue de potentiel de croissance, mais l'entreprise qui a tellement du cash, je crois dans leur capacité de trouver les leviers de croissance. Et j'ai pris une décision d'y investir. Pour l'instant, j'ai une position pour cette catégorie des entreprises excellentes, même plus qu'excellentes, moins de 2%, c'est rien. Je suis prêt à augmenter, tripler, quadrupler s'il faut. Si elle va descendre vers $100, forcément je le ferai. S'il va aller à 80, je vais faire le plan d'Apple, je ne sais pas jusqu'à quand. Voilà.
Ensuite, une nouvelle valeur qui est apparue dans mon portefeuille, ça c'est le Checkpoint Software Technology, c'est le pari sur la sécurité. Et c'est une valeur que j'ai découvert, d'ailleurs j'en ai parlé dans le Telegram il n'y a pas longtemps. Et je l'ai acheté il n'y a pas longtemps d'ailleurs, cette valeur-là. Donc vous voyez, ici, les performances opérationnelles sont c'est juste la folie, quoi. Vous voyez, donc là, elle est presque 10 sur 10 surtout. Et en plus, au niveau de valorisation, on n'est pas si cher que ça. Donc je ne sais pas ce qui va pas avec cette valeur, mais en tout cas, moi, j'ai déjà la sécurité, ça m'intéresse. Sécurité informatique, je veux dire. C'est pas la sécurité comme l'action Aquila que j'ai acheté au sein de POA. C'est la sécurité dans le cloud, sécurité des accès, sécurité des data. Donc c'est vraiment des sujets booming qui sont sujets toujours d'actualité et seront de plus en plus d'actualité avec évidemment cette extension de ces problématiques un peu partout dans le monde. J'ai même pas grand chose à dire. Si la société n'est pas chère, si elle est performante, si la santé financière est juste top, ici je n'aurai pas de problème vraiment d'y aller tout de suite. On peut quand même regarder l'image technique pour que ma présentation soit complète. Vous voyez donc, bon, au niveau de momentum, au niveau des RSI, on est à peu près au milieu, donc on n'est pas dans la zone de surachat, survente ou quoi qu'il le soit. On pourrait un petit peu attendre peut-être ces niveaux-là. Donc là, je vais encore essayer mon outil pour dessiner. On peut éventuellement attendre ce niveau-là, mais j'ai peur quand même de rater cette opportunité parce que l'action peut tout à fait repartir à la hausse. Donc là, on peut rejoindre vite les moyennes mobiles. L'action elle est quand même relativement volatile, donc là on a vu qu'elle a réagi quand même de manière assez forte sur la crise de Covid. Je ne comprends pas pourquoi, encore une fois, mais pendant la crise de Covid, il y a eu beaucoup d'inefficience sur le marché. Donc ça, c'est vraiment la preuve pour ceux qui croient au marché efficient et qui pensent que le marché a toujours raison. C'est d'ailleurs une phrase un peu fétiche de certains traders que le marché a toujours raison, mais n'importe quel backtesting nous prouve qu'il n'a pas toujours raison. Donc c'est juste c'est pas une bêtise, mais après ça dépend de stratégie en fait, mais on peut pas dire que le marché a toujours raison parce que on voit parfaitement le marché les psychopathes en fait surtout. Hein. Donc si vous pensez que le psychopathe a toujours raison, dans ce cas-là, c'est au moins indiscutable. Donc le marché il trouve toujours dans un déséquilibre en fait, dans un équilibre dans un sens comme dans un autre. Il est soit euphorique, soit dépressif. Donc par exemple il n'y a pas longtemps surtout il était méga euphorique sur Tesla, il était dépressif surtout n'importe quoi en mars dernier. Bon, mars de 2020, parce qu'on est fait en mars déjà. Donc du coup, on peut pas dire que le marché il a toujours raison. Donc c'est juste, il faut comprendre quand on est arrivé vraiment au pic de son état extrême pour faire des bonnes affaires. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. Moi, je le vois comme ça. Après, je sais pas comment vous le voyez. Voilà. En tout cas, ici, je trouve qu'on a plutôt au milieu, mais je pense que vraiment à ce prix-là, j'entame une position sans aucune doute, même si ça peut encore baisser sur 105, voire 100 pour avoir un chiffre rond. De point de vue technique, ça c'est important. Mais ça me change rien encore une fois, parce que moi je l'ai acheté à peu près, je sais plus à combien je l'ai acheté. C'est en tout cas proche de ces niveaux en fait actuels, parce que c'est une position toute récente en fait pour moi. Et donc du coup voilà, pour moi je garde cette position. Je trouve que c'est vraiment une découverte que je fais il n'y a pas longtemps. Je sais pas comment je pouvais ne pas l'avoir avant, mais j'étais assez content d'avoir trouvé cette valeur qui correspond tout à fait à ma philosophie d'investissement. Voilà, donc ça c'était quoi ça c'était Checkpoint Software. Voilà, Alibaba. Bon, Alibaba, je ne vais pas trop en parler parce que c'est une valeur que j'ai depuis un moment. Celle-ci d'ailleurs que je n'ai pas vendue, c'était une des rares valeurs que je n'ai pas vendue fin du mois dernier. Parce que cette valeur, elle vit sa vie un petit peu parce que c'est un peu, bon, vous savez parfaitement de quoi il s'agit, c'est comme un concurrent d'Amazon, mais par contre, il y a des sujets politiques avec Jack Ma, avec ses tensions avec l'État chinois. Donc il y a deux clans en Chine, en fait, qui proches au parti, qui sont plus loin
dépendamment de parti. Ceux qui sont plus proches au parti, ils sont plus, c'est la société JD.com, c'est un concurrent de Alibaba. Donc du coup, il y a toute cette tension-là. Il ne laisse pas cette valeur monter, mais sinon, c'est une valeur juste excellente. Il devrait coûter beaucoup plus cher, mais à cause de ces tensions presque politiques, bon, presque, c'est politique en fait, c'est cette valeur-là, aujourd'hui, elle est pas chère. Mais après, vous prenez un risque quand même d'État, les risques en termes de la Chine. C'est à vous, encore une fois, de décider. Moi, je l'ai pris. Voilà, une autre valeur que je voudrais vous présenter aujourd'hui s'appelle Zynex. En fait, c'est encore une fois un de mes secteurs préférés. C'est pas le healthcare, mais presque. C'est les équipements médicaux. En fait, j'étais déjà investi dans une des entreprises de ce type et il a fait beaucoup de profit. Et Zynex, pour moi, c'est une anomalie. Je suis en train de creuser un petit peu pourquoi ça fait ça. C'est une valeur qui était dans ma liste. Elle était toujours relativement chère, mais là, il a beaucoup baissé ce dernier temps. Mais en tout cas, je vais vous montrer les performances de cette valeur-là. Donc vous voyez qu'encore une fois, il s'agit d'une valeur méga rentable. Donc Altman Z-Score, il explose. En fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font pour atteindre ces scores. Ça me paraît même un peu bizarre. Par contre, Benesch M-Score, elle est dans la zone manipulateur. Donc j'ai peur un petit peu des fraudes comptables. C'est pour ça que je ne me suis pas trop exposé sur cette valeur-là, parce que c'est quand même bizarre d'avoir un Altman Z-Score aussi élevé. La profitabilité est là et la valeur elle est même sous-valorisée selon les estimations du bilan de GoroFocus. Donc là, je vais vous montrer sur Investing. Donc PE, bon, il est important, et les price to sales aussi, parce que bon, c'est une valeur quand même assez, c'est très rentable, donc c'est pas étonnant. Donc vous voyez, les marges sont juste gigantesques, donc la marge moyenne de 80% brut, donc c'est vraiment énorme. Donc la marge nette, bon, elle est confortable aussi, mais bon, la marge nette, reste sous contrôle de l'entreprise. Elles peuvent commencer à faire des économies, la monter s'il faut. Maintenant, regardez les rentabilités. La rentabilité sans tenir compte de la dette, la rentabilité de fonds propres, elle est à 23%. La moyenne sur 5 ans de 62,5%, donc c'est juste quelque chose d'hallucinant. Et 54 presque de la rentabilité sur 5 mois. Mais c'est bizarre en fait ces chiffres-là. Franchement, ça fait bizarre. J'ai un peu la même impression comme GTT. Vous savez, dans Telegram, nous parlons de ces valeurs GTT assez souvent et elle affiche à peu près les mêmes taux de rentabilité. J'ai jamais compris pourquoi elle n'est pas chère. Mais ici, je vois quelque chose qui est un peu louche. En tout cas, je ne voulais pas la rater. J'ai saisi une opportunité quand elle n'était pas chère. J'ai pas une grosse position pour le moment, donc du coup, je suis toujours dans le processus d'analyse de cette entreprise pour comprendre pourquoi elle est. Bon, il n'y a pas de dette, déjà, ça me rassure. Donc là, je vois pas quelle fraude comptable on pourrait y avoir, parce que bon, il n'y a pas de dette en fait dans l'entreprise. Donc à moins qu'ils ont une dette en Bitcoin quelque part, mais current ratio, en fait, elle est 6 fois, même plus que 6 fois supérieure à leurs engagements court terme. Donc, ça veut dire, bon, évidemment, il n'y a pas de dette, il n'y a pas d'engagement. Donc, ils n'ont que du cash. Bon, il n'y a pas de dividende, mais malheureusement, tant pis. Bon, pour moi, c'est pas. Dans ce portefeuille, encore une fois, c'est pas un problème. Si c'est un portefeuille rentier, évidemment, ça serait un problème. Ok, donc Zynex, je vous ai présenté. Gilead, en fait, Gilead, ça fait rien, ça tourne toujours un petit peu. Il est un tout petit peu remonté parce que j'étais à moins 30% lors de la dernière vidéo. Maintenant, je dois être à moins 27%. Donc, c'est la pire performance de mon portefeuille aujourd'hui. Je l'ai acheté en plein hype pendant le Covid parce qu'il avait un médicament Remdesivir qui était très populaire. Maintenant, après, il était démenti. Bon, il y avait eu toute une théorie de complot autour de ce produit. Bref, je le garde toujours parce qu'il y en a d'autres produits contre le sida, etc. Donc, mais c'est pas ma position phare de mon portefeuille. En tout cas, je la garde. Voilà, maintenant je passe à des nouvelles sociétés. Je vous ai dit que je suis actuellement très très intéressé par des sociétés du secteur de semi-conducteurs. Et donc j'imagine que vous n'êtes pas très étonné de voir valeur Xilinx apparaître dans mon portefeuille. C'est une valeur que j'ai présentée plus en détail dans la vidéo qui s'appelle Intelligence artificielle. C'est dans la catégorie des vidéos sectorielles. Vous allez la trouver. J'ai comparé des différentes sociétés qui sont spécialisées dans les accélérateurs d'AI, donc accélérateurs d'intelligence artificielle. Xilinx en faisait partie, donc je vous invite d'aller revoir cette vidéo pour voir pourquoi je m'intéresse à cette entreprise, notamment il y en a encore d'autres, et la principale, je vais vous encore en parler, il est déjà dans mon portefeuille, là je suis très content, qu'enfin j'ai franchi le pas.
Du coup, voilà, donc c'est Xilinx. J'ai profité aussi d'une baisse récente sur cette valeur. Donc là, tout le secteur a un peu baissé. Donc du coup, j'ai décidé quand même de saisir quelques opportunités. Parce que je suis, encore une fois, je vous répète, pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne Mind de Cash, n'oubliez pas d'ailleurs en like, s'il vous plaît, le temps que j'y pense. C'est bon, c'est très important parce que je fais ça gratuitement. Donc j'espère que un petit like, ça mérite au moins. Ou un dislike si ça vous plaît pas. Vous trouvez c'est du bullshit, mettez un dislike avec un petit commentaire pour que je m'améliore. Voilà pour Xilinx. En fait, bon, je profitais clairement d'un cours intéressant. C'est une valeur que je voulais, je suivais. Donc quand je l'ai vu baisser, j'ai tout de suite saisi cette opportunité. Mais en fait, mon idée, c'était que euh, de toute façon, je ne crois pas à cette rotation qu'on parle dans le technologique vers les valeurs value, etc. Le problème, c'est pas le problème d'ailleurs. Pardon. L'avantage des valeurs technologiques, elles sont performantes, elles sont rentables, elles sont intéressantes, elles ont de l'avenir devant elles. Il ne faut pas confondre tout et n'importe quoi. Il ne faut pas confondre Amazon, Apple, Xilinx, Intel, AMD avec Tesla et Zoom. Donc c'est évidemment pour Tesla et Zoom, rien n'est garanti. Ils n'ont pas encore trouvé leur place sous le soleil. Mais en tout cas, ces entreprises, elles vont être présentes dans l'avenir. Donc ça, c'est sûr et certain. Donc si vous pensez que par exemple Nvidia ou Xilinx ne vont pas faire partie de l'avenir, nous sommes en désaccord. Donc du coup, dans ce cas-là, vous me mettez en dislike, c'est sûr. Mais en tout cas, ces valeurs-là, j'achète presque les yeux fermés parce que je vois potentiel et une fois que le prix est plus intéressant qui se présente, je saute dessus. Donc ça ne va pas très loin mon analyse sur ce type d'entreprise, parce que je veux tout simplement toutes les avoir dans le portefeuille. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc ça c'était quoi? Ça c'était le Xilinx. Voilà, ça c'est mon portefeuille encore. Je vais vous parler un petit peu après, mais vu qu'on a commencé à parler des semi-conducteurs, donc j'ai réussi d'avoir ma ligne de rêve, même les petites malheureusement, donc là je suis tout à la fin. J'ai les prix à 480 lors de cette baisse. C'est une Nvidia, c'est la catégorie A, c'est la top de top, c'est la crème de la crème des semi-conducteurs, des accélérateurs AI. Je vous invite de revoir cette vidéo, je vous explique qu'aujourd'hui c'est un leader incontestable de tout ce qui est de tout ce que nous allons avoir besoin dans notre monde futur, le monde connecté, le monde entouré par l'intelligence artificielle. Donc, si vous avez un portefeuille long terme, vous êtes obligé d'avoir ces valeurs dans le portefeuille. En tout cas, selon mon opinion, c'est comme ça. Pour finir sur ce sujet aussi, Taiwan Semiconductor, j'ai mis aussi dans la liste parce que là, il a baissé TSM. Donc, exactement la même logique comme Xilinx. Donc, une fois que j'ai vu la baisse sur cette valeur, j'ai tout de suite pris la décision de profiter de cette opportunité. Vous voyez, donc là, bon voilà, évidemment, je la prends ici à ce niveau-là, sans aucun problème. En plus, elle paye un petit dividende, donc voilà. Voilà, maintenant je retourne à des sujets, plus tricky, sur des valeurs très volatiles, valeurs très risquées, qui sont tout en bas de mon portefeuille. Tout en bas de mon portefeuille, ça ne veut pas dire que c'est le fond de mon portefeuille, mais tout en bas de point de vue d'exposition. Donc ça, c'est vraiment des toutes petites lignes, très risquées. Donc, et encore une fois, on retrouve la même philosophie. Editas Medicine, c'est le concurrent de CRISPR, que j'ai parlé au début. C'est l'édition de Genome. Ensuite, la société Bluebird Bio, en fait, elle était dans ma liste des éditions de Genome également. En fait, mon idée, c'est d'avoir au sein de mon portefeuille un petit ETF de petites parts de ces entreprises-là, parce que je ne sais pas, je ne connais pas l'avenir, je ne sais pas quelle valeur sera gagnante. Je pense que ça sera CRISPR, mais il est valorisé quand même assez cher. Mais en tout cas, si ça ne sera pas le cas, j'aimerais bien aussi avoir des petites positions sur ses concurrents et avoir ce forme d'ETF, parce que personne ne sait l'avenir. Personne ne sait qui va
qui va décrocher la palmarès de cette bataille pour, dans l'édition de Genome. Et donc, du coup, je veux tout simplement être exposé sur ce secteur. Donc, c'est pour ça que j'achète j'ai une petite liste de ces entreprises. Une fois que l'opportunité se présente, vous voyez que Bluebird Bio, il a chuté. Donc là, il s'est stabilisé. Il reste toujours très volatile, mais j'ai pris une petite position, l'histoire d'être exposé sur cette entreprise. Checkpoint Therapeutics, c'est une valeur très volatile et très risquée qui a chuté encore récemment. J'ai profité encore une fois pour prendre une petite position, mais elle est spécialisée sur les traitements contre les cancers, tout un tas d'autres aussi d'autres produits. Donc, mais ça c'est la catégorie D en fait, ça c'est les catégories qui n'ont pas de chiffre d'affaires. Vous voyez, donc c'est une valeur qui coûte seulement 3 $. Donc là c'est vraiment un pari pour me faire beaucoup de X à partir de ces niveaux-là. Donc là elle a chuté beaucoup depuis quelques temps, et là je profitais d'ouvrir en petite position à risque, donc mais vous voyez mon exposition à 0,46%, donc c'est vraiment rien du tout. Qu'est-ce que je n'ai pas parlé encore? Je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui, donc ça c'est bien. Donc là en plus j'étais pas super long cette fois, donc ça c'est déjà un bon progrès pour moi. Ça me laisse un petit peu de temps pour vous parler de la répartition de mon portefeuille si vous voulez. Donc voilà, donc il faut obligatoirement un like, je pense, pour le fait que je sois plus rapide aujourd'hui. Parce que il y a certains qui c'est juste une blague en fait. C'est parce que certains pas critiquent, mais font des remarques que mes vidéos sont un peu longues. Là voilà, donc là vous voyez maintenant la répartition de mon portefeuille. Donc là je suis énormément dans les valeurs défensives. Ok. Sensitivité cyclique, les valeurs cycliques, j'en ai 23%. Sensitive, je ne sais pas comment elle catégorise GoroFocus ça, mais bon, en tout cas, ça me dit pas grand-chose. Bon, healthcare, vous voyez, donc j'ai beaucoup de healthcare. Technologie, ça c'est principalement les semi-conducteurs. Consumer cyclical, en fait, il ne faut pas les confondre avec les consommations, c'est l'Amazon et Alibaba principalement, et les financières, services financiers, je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Peut-être qu'ils ont catégorisé comme... je suis même curieux. Ah, Euronext, oui, Euronext, effectivement. Donc ça, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais principalement, je suis en cash, mes amis. Toujours, je vous répète que je suis assez... pas bearish, mais je suis attentif parce qu'il n'y a pas de visibilité. Je ne sais pas où investir aujourd'hui. Je ne prends pas beaucoup de risques, je garde beaucoup de cash. Si jamais l'opportunité se présente, je vais à fond aller sur tout un tas d'autres secteurs. Donc, c'est la fin pour cette vidéo. Vous pouvez la partager si vous avez aimé, si vous connaissez des amis qui aiment la bourse, qui s'intéressent à la bourse, qui veulent se créer des revenus à partir de la bourse ou bien apprendre à investir. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça m'aidera beaucoup ici à faire développer cette chaîne. Je vous rappelle encore, je garde un petit suspense qu'il y aura beaucoup de nouveaux services. La chaîne Mind de Cash va se transformer en quelque sorte, tout en gardant le contenu que vous avez aujourd'hui, évidemment. Il y aura juste 2 nouvelles choses qui seront proposées. Donc ça sera vers mi-été 2021. Et voilà, donc là, je vous souhaite tout le meilleur pour ce week-end ensoleillé. Profitez bien, ne travaillez pas trop, ne focussez pas trop sur le trading. Sachez profiter du moment, du plaisir d'aller se promener, comme moi je vais le faire tout à l'heure. Et je vous souhaite le meilleur. Évidemment, je vous invite au café du dimanche de demain. Donc on sera tous ensemble à 9h du matin demain, comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Mind de Cash. Bye bye.